Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je déclare l'état de bonheur permanent. Bienvenue à Rites et Traditions sur Africable Télévision. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent, car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'homme africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Avant la colonisation, le tradithérapeute était respecté et bien écouté. Il occupait un rang social qui lui permettait d'exercer dans la quiétude et le maximum de dévouement pour la communauté. Celle-ci, par ailleurs, n'avait aucune autre alternative. Ainsi, au Mali, dans les années 1970, il y avait un tradithérapeute pour 500 habitants. Alors que pour un médecin, il y avait 45 000 habitants. La colonisation, en reléguant la médecine traditionnelle à la clandestinité, n'a pas pu la supprimer malgré les tentatives de discrédit et les interdictions à son encontre. Elle a cependant pu, cette colonisation, ébranler une certaine couche de la population, et cela presque dans leur fondement culturel, à tel point que nombre de prétendus intellectuels en éprouvaient un complexe d'infériorité et n'y avaient recours que la nuit. Depuis plusieurs décennies, avec le développement des maladies iatrogènes et des disciplines comme la psychothérapie de groupe, la psychanalyse, la psychoneuroimmunologie, la chronopharmacocinétique, certaines insuffisances de la médecine occidentale ont été mises à jour. Il est donc clairement apparu que cette médecine moderne n'a pas le monopole de la vérité et que la médecine traditionnelle, elle aussi, a sa part de vérité malgré ses insuffisances. Aujourd'hui, c'est avec une fierté indicible et un honneur certain que je reçois le professeur Mamadou Koumaré, président de l'Association malienne de phytothérapie, spécialisée en pharmacodynamie, en toxicologie, avec un doctorat d'État en sciences pharmaceutiques, agrégé en pharmacognosie. Le professeur Mamadou Koumaré, après de bons et loyaux services, fut admis à faire valoir ses droits à la retraite. Président du comité scientifique du 3e congrès international de la phytothérapie de Ouagadougou, le professeur Koumaré a publié pour mieux comprendre et mieux se soigner par les pratiques de la médecine traditionnelle africaine et quelques données sur la conception et la pratique de la médecine et la pharmacopée vétérinaire indigène, une œuvre posthume de notre papa Fallé Koumaré. De 1964 à nos jours, le professeur Mamadou Koumaré continue son œuvre de revalorisation de la médecine traditionnelle. Professeur Koumaré, bienvenue à Rites et Traditions. Je me rappelle, en 1972, à la 2e biennale de la jeunesse du Mali, la troupe de Caille a jeté les bases d'une complémentarité entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, avec une pièce de théâtre, Les Frères Ennemis, de Moussa Modi Sako. Je me rappelle cette autre production cinématographique maliano-nigérienne, Le médecin de Gafiré, inspiré de la pièce théâtrale de Caille pour établir une passerelle entre la médecine moderne et la traditionnelle. Vous, professeur Koumaré, qu'est-ce qui justifie votre passion pour la médecine traditionnelle? Merci, M. Konaté. Et cette introduction me va droit au cœur, comme on dit souvent. Et je vous dirais tout simplement que ma motivation, c'est l'environnement dans lequel je suis né. Mon grand-père était chasseur et guérisseur, bien que je n'aime pas ce terme guérisseur. Il était donc tradithérapeute. Après mon grand-père, c'était ma tante, plus âgée que mon père, qui avait pris la succession. Et ensuite, mon père a suivi, mais lui,
pas la médecine humaine, la médecine vétérinaire, hein, qui était sa spécialité. En fait, j'aurais dû même bénéficier d'autres connaissances si l'islamisation de ma famille n'était intervenue et mon grand-père, mon oncle, qui m'a élevé justement, a jugé bon de jeter au fleuve tout ce qui était légué par mon grand-père et qui m'était destiné en principe. Alors, à partir de cette introduction, comment peut se définir la médecine traditionnelle? Si je prends la définition que l'OMS et les experts de l'OMS avaient donnée en son temps, je dirais que en disant un complet état de bien-être physique, mental et social, il y a quelque chose qui manque. C'est le sacré. En fait, la notion de sacré est très importante car cette notion prend en compte l'état spirituel. Et je pense que, sans paraphraser soit Dieterlen, soit Amadou Hampâté Bâ, je dirais tout simplement que il est tout à fait impossible de parler de médecine traditionnelle sans parler de la religion. Ou du sacré. Du sacré. Du sacré parce que quand je dis religion, ça englobe ce sacré. Dans mon entendement en tout cas. Mais en fait, si on va en profondeur, il y a ce que l'on appelle l'équilibre énergétique ou l'équilibre symbiotique, parfois même les deux à la fois. Et la vision d'une manière générale, elle est holistique, elle est globale. Et ce concept rejoint pratiquement la médecine énergétique orientale. Donc pratiquement voilà comment je vois la chose. C'est cela. Et vous nous avez dit dans votre œuvre, pour mieux comprendre et mieux soigner par les pratiques de la médecine traditionnelle africaine, vous avez dit que la médecine traditionnelle a des insuffisances. Cependant, vous dites ensuite qu'elle peut être un système complet de santé. Comment cela? Oui, si l'on prend un système de santé, il y a d'abord cette notion donc de la maladie, du bien-être, physique, mental et spirituel que j'ajouterai. Il y a ensuite comment connaître qu'il y a la maladie, c'est-à-dire le diagnostic. Ensuite, le diagnostic, il y a le traitement. Même avant cela, il y a la prévention de la maladie. Et donc l'ensemble de ces éléments-là constitue ce système de santé. Et c'est pour cette raison, et comme ces différents éléments se retrouvent également en médecine traditionnelle, c'est la raison pour laquelle je dis que pratiquement c'est un système de santé. Alors, comment la tradition définit-elle la maladie? Il y a des causes naturelles et les causes surnaturelles. Effectivement, les causes surnaturelles sont souvent refusées par les rationnels, comme on dit, entre guillemets. Les cartésiens. Les cartésiens, comme vous voulez. Mais, en fait, je prendrai un exemple. Une personne vous arrive et vous êtes tranquillement assis et il vous parle. Suivant qu'il vous parle, il peut vous calmer, même si vous étiez par exemple fâché, ou bien vous mettre en courroux,
Donc ça, c'est une façon donc de changer l'état même de la personne. Et on ne peut pas parler donc là de surnaturel dans la mesure où il y a une intervention. Mais cette augmentation donc de chaleur que vous avez, de courroux que vous avez pu obtenir, peut vous rendre malade. Deuxième exemple, dans un regroupement, vous pouvez trouver des personnes chargées de brûler des encens. Et ces encens-là font qu'il y a une aseptisation donc de l'environnement. Et il se trouve que le plus souvent, cet environnement peut rendre malade sans qu'on le sache. Et j'en peux pour preuve, les gens, quand ils voient le tourbillon venir, ils se cachent, ils l'évitent, parce qu'on l'attribue à des forces maléfiques. Mais en réalité, si l'on observe ces phénomènes-là, c'est à une période, par exemple chez nous, dans notre zone climatique, à la période de sécheresse. Et cette période de sécheresse correspond le plus souvent aussi à une période donc de méningite. Oui. Et quelqu'un qui s'est fait prendre dans le tourbillon et qui soit tombé malade, automatiquement, on dit c'était prévisible. Il s'est laissé prendre par le tourbillon. Mais la cause infectieuse, on ne la voit pas. Tous ces phénomènes-là permettent donc de faire la part des choses entre ce qui est invisible, ce qui est visible, et c'est ce qui amène à dire donc maladie naturelle, maladie non naturelle. Et là, il y a des symbolismes pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas de symbolique qui puisse représenter ça? Vous parlez de Kalia quelque part, dans l'individu, on serait né avec ça, là. Oui, effectivement. Il se trouve que toute la pratique traditionnelle africaine, d'une manière générale, toutes les médecines traditionnelles sont basées sur le symbolisme. Chez les Chinois, c'est le Taji, tout le monde le connaît, le Yin et le Yang. Chez nous, c'est surtout ce qu'on appelle, chez les Bambana, et surtout, le Kalia. Il y a le Kalia Kuru, il y a le Kalia Ji. Et chez les Tamashek, par exemple, c'est le chaud et le froid. Donc, d'une manière générale, c'est ce dualisme qui représente le symbolisme de chez nous. Et, mais si l'on va en profondeur, la notion de base est ce dualisme est associé le plus souvent à des phénomènes humoraux qui permettent justement donc de mieux comprendre la maladie. Le diagnostic, comment est-ce qu'il est posé? Comment on peut le déterminer, le diagnostic? Parce que vous avez dit qu'il y a votre papa qui vous disait souvent que votre grand-père a découvert le microbe avant Pasteur. Effectivement, effectivement, effectivement. Là, et chaque fois qu'il le disait, il le disait avec une certaine fierté. Oui. Parce que à cette époque-là, quand Pasteur s'occupait des maladies infectieuses, c'était dans les années 1870. C'est ça. Et mon grand-père, à l'époque, avait une trentaine d'années. Et pour lui, déjà, le kourou qu'on avait, le kaliakourou qu'on avait, constituait déjà le banaxé. Donc, pour lui, le banaxé existait. Et ça, c'était bien avant que Pasteur commence, dans les années 1870, à s'occuper donc des maladies infectieuses. Oui. C'est pour cette raison que
Très souvent, il le disait avec une certaine fierté. Ah ben oui. Et qui est alors le tradit praticien de santé? Le tradit praticien de santé est défini comme la personne qui, dans un milieu bien déterminé, est reconnue comme telle. Parce que la sédentarité donc du tradithérapeute permet réellement de faire en sorte que on évite le charlatanisme. Parce que ceux qui se baladent, ceux qui se promènent, peuvent amener, soi-disant, une recette, mais dès qu'on commence à savoir que réellement la recette n'est pas correcte, il a déjà quitté les lieux et personne ne peut se référer. Mais la personne qui est sédentaire et qui pratiquement a eu, comment dirais-je, des succès répétés, là, pratiquement, il est reconnu par la collectivité comme tradithérapeute. Vous avez dit que la maladie est, selon vous, un déséquilibre entre les facteurs favorables et défavorables de l'état de bien-être. Pouvez-vous nous parler de la restauration de cet état de bien-être? Comment on fait le traitement en médecine traditionnelle? Vous savez, pour commencer, tout à l'heure, on avait parlé du problème du diagnostic. Le tradithérapeute, parfois, quand il commence son traitement, pour bien préciser son diagnostic, peut donner certaines préparations, rien que pour différencier deux symptômes. Parce qu'il le sait que des maladies proches peuvent avoir le même système, des fois même des maladies différentes peuvent avoir les mêmes symptômes. Je prends par exemple le cas d'une maladie du foie, et quand par exemple un canal est bloqué, et s'il donne un médicament qui augmente la sécrétion et que la pression augmente dans le canal, la personne a mal. Très souvent, le patient dit que c'est un bon médicament, ça m'a fait plus mal, et donc ça doit être... Mais en réalité, quand le tradithérapeute a ces notions-là, quand le malade lui dit ce qu'il y a, donc lui, ça le permet de mieux préciser et de donner une autre thérapeutique qui permette justement d'enlever l'obstacle qui avait bouché donc le canal, et ainsi la personne va se sentir mieux. Donc au fur et à mesure, après avoir, comme on dit, éveillé, comment dirais-je, le mal, donc automatiquement la deuxième thérapeutique va calmer ce mal. Mais il n'aura pas donné le même médicament. Oui. Et c'est pour cette raison, moi je pense qu'il est tout à fait indispensable de comprendre l'attitude et l'approche du tradithérapeute qui a la notion donc de diagnostic et également de diagnostic différentiel. Oui. Et c'est très important car le plus souvent on pense que le tradithérapeute n'a pas ces notions. C'est cela. Souvent, il y a le rituel d'obtention aussi du produit. Comment on fait? Parce que vous parlez de poudre, vous parlez de décoction, vous parlez aussi d'infusion, tout cela. Et comment ça se fait et comment on obtient ces produits-là? Parce que c'est les plantes généralement. Oui, effectivement. Il se trouve que le médicament que le tradithérapeute va récolter en brousse, certaines personnes pensent que les rituels ne sont pas nécessaires. C'est parfois pour camoufler la recette. Mais en réalité, ce n'est pas toujours cela. Ça peut être ça, mais ce n'est pas toujours cela. Et j'en veux pour preuve quand ils disent l'écorce de l'Ouest, l'écorce de l'Est. Il se trouve que c'est bien vrai parce que certaines substances chimiques même ne peuvent être réellement efficaces qu'après une irradiation.
Or, il se trouve que l'écorce de l'Est, l'écorce de l'Ouest ne reçoivent pas les mêmes rayons solaires. Les rayons du soleil couchant et les rayons du soleil levant ne sont pas les mêmes. Et donc, l'irradiation peut ne pas être les mêmes et donner donc des substances tout à fait différentes. Et donc, l'activité peut changer. D'autre part, les tradithérapeutes et surtout aussi les chasseurs-guérisseurs ont dû remarquer que en allant cueillir une plante avec un couteau en fer, si effectivement le fer reste longtemps sur la substance, eh bien, avant d'arriver à la maison, il y a pratiquement une dénaturation donc, du produit. Et effectivement, cela est réel. Et c'est pour cette raison, ils disent par exemple, donner un coup de couteau tout simplement. Et cela pour limiter le contact de la substance avec le fer. Et l'on peut éviter cela à l'heure actuelle avec le progrès, utiliser un outil inoxydable et en ce moment on peut faire le va-et-vient avec le couteau sans que réellement il y ait une dénaturation de la substance. Donc vous parlez aussi de période de récolte, parce qu'il y a une période bien spécifique pour récolter les plantes. Exactement. Il se trouve que le matin, l'après-midi, les substances, et même suivant les saisons, les produits qui se trouvent dans la plante ne sont pas les mêmes. Ou tout au moins ne sont pas en abondance égale. Et c'est ce qui fait que, pratiquement, les tradithérapeutes utilisent des plantes recueillies à des périodes bien déterminées. Et le fait également aussi donc de partir à certaines périodes, si l'on dit par exemple d'aller nu, bon, on sait que c'est pas en plein jour qu'on va traverser la ville nu, donc à moins de n'avoir pas ses sens. Donc c'est pour bien choisir donc des périodes de ce genre pour pouvoir aller faire la récolte. Bon, il y a un autre objet qui me fait quelques inquiétudes, c'est la préparation. Comment peut s'effectuer cette préparation et pour qu'on puisse bénéficier des effets des plantes? La préparation, certaines personnes même disent qu'il n'y a pas d'hygiène dans la préparation des tradithérapeutes. Je vous dirais que les préparations qu'on appelle macération, c'est-à-dire mettre de l'eau ou un liquide sur la plante pendant des jours et des mois et qui renferme parfois même des vers, pour certains, ce n'est pas hygiénique, mais en réalité, il s'est trouvé que c'est justement dans ces préparations-là que l'on trouve des substances stimulantes, des immunostimulants comme on les appelle, et qui permettent justement de renforcer la personne pour lutter contre la maladie. Et donc, on ne peut pas parler donc de manque d'hygiène pour ces préparations-là. Bon, bien sûr, encore faut-il que ce soit avec un connaisseur. Alors, mesdames, messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas peur de le reconnaître et surtout, n'ayons pas honte de le dire, ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agira pas pour nous d'un retour aux sources, oh que non. Il nous appartient de faire recours à nos sources
pour construire le réel développement du continent. Convaincu qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. Car nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Ciao, à la joie de vous retrouver, on ne peut plus nombreux une autre fois sur Africable Télévision.